manangino balenyese dotina bunya bumedepo Afrika nyese imapeno bujae bale ndi owema ese manyaka mangulu tuwe nandenge umana ude ayo suma songusu iben masangu mese keba de mese baba nandenge bale Merci pour ce choix musical du technicien Romuald Dekoumé. C'est bien le feu Manu Dibango dans le titre Aye Africa, oui, qui nous plonge directement dans cette émission. Et Fabrice Neminemi, bonsoir. Bonsoir Imodas Gay. Bienvenue sur Regard sur la diplomatie. Merci. C'est toujours un honneur d'être parmi vous en cette tranche d'horaire chaque jeudi de la semaine. Très bien. Et il faut d'ailleurs peut-être rappeler que ce soir, je vous vois seul avec des messages qui viennent de nous parvenir de certains de nos consultants qui ne seraient pas disponibles ce soir malheureusement. Vous êtes là déjà, on va travailler ensemble et c'est l'essentiel. Fabrice Neminemi, que vous connaissez tous, il est chercheur en histoire de relations internationales, également en relations internationales. Alors Fabrice, bienvenue. Vous avez suivi l'actualité. Le président Ndayishimiye, on en parlait déjà la semaine dernière, le président du Burundi, il a finalement prêté serment. Aujourd'hui, c'était une décision prise en semaine par le Conseil constitutionnel. Il fallait rapidement procéder à cette prestation de serment pour que la nation vive. Et voilà que le président est finalement installé. Oui, déjà, comme vous avez eu à le souligner, c'est une décision du Conseil constitutionnel burundais qui a voulu que le nouveau président élu Ndayishimiye prête serment en ce jour. Donc ce n'est que la soumission de l'État burundais à ses lois, à son droit. Avec la prestation du nouveau président burundais et qui intervient au lendemain du décès de l'ancien président Nkurunziza, nous espérons que le nouveau président élu puisse remplir pleinement son cahier de charges et compte tenu des promesses qu'il avait eu à faire au peuple burundais. Il faut également se rappeler que c'est 15 ans de l'histoire du Burundi qui s'est fait notamment avec la présidence de Nkurunziza qui s'est achevée en mai dernier par l'élection du nouveau président. En principe, son mandat se termine officiellement le 20 août prochain. Du moins officiellement compte tenu des dispositions qui avaient été prises au préalable, mais on ne peut pas toujours s'arrimer au calendrier. Parfois, on n'est pas toujours obligé de s'arrimer au calendrier politique établi auparavant. Le plus important, c'est que le nouveau président soit élu dans un contexte de paix et de paix sociale, de paix politique, et surtout que c'est un pays qui a longtemps vécu dans une guerre civile au lendemain des années 90-2000. Il est donc important que le nouveau président élu puisse diriger pleinement la nation burundaise comme cela se croit. Alors, c'est vrai que déjà, on le disait la semaine dernière, il fallait trancher, puisque la Cour constitutionnelle pouvait également décider que le président de l'Assemblée nationale gère l'intérim au moins déjà jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Mais le Burundi a voulu éviter cette hypothèse-là et nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Non, le plus souvent, la question ou bien l'observation que vous venez de faire fait état de ce que chaque fois qu'il y a eu des petites périodes de transition, parfois celles-ci ne se sont pas toujours bien passées dans
dans certains pays africains. Donc nous supposons que le gouvernement, du moins les autorités burundaises compétentes, ont voulu éviter ce genre de scénario qui serait advenu au Burundi, compte tenu du fait que cette période de transition est parfois une période au cours de laquelle certains acteurs tapis dans l'ombre préfèrent souvent tirer les ficelles de ce que l'état de droit ne soit pas toujours respecté. Lorsque nous parlons de l'état de droit, c'est-à-dire l'élection du nouveau président soit entachée d'irrégularité, de telle sorte qu'il ne puisse pas prêter serment comme cela se doit. Très bien, on n'a qu'à souhaiter tout le bonheur possible au président Évariste Ndayishimiye qui aura bien évidemment en face de lui Agathon Rwasa pour son mandat, mais il est installé, c'est l'essentiel. Et également, depuis hier, à New York, aux États-Unis, Fabrice Némi, il y a élection des membres du Conseil de sécurité. Et jusqu'à ce matin, 4 étaient déjà connus. Il manquait la place africaine qui devrait être connue ce soir. Peut-être que le nom est même déjà sorti. Nous ne l'avons pas encore à notre possession. De toutes les façons, le Mexique, l'Irlande, la Norvège et l'Inde devraient siéger comme membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU de 2021 à 2022. Un commentaire. Déjà, le commentaire que nous puissions faire à ce sujet est que le Conseil de sécurité est une instance, du moins une institution de l'ONU qui a la charge de prendre d'importantes décisions, du moins pour les membres, pour ceux qui ont le statut de membre permanent. Les 10 autres qui ont le statut de membre permanent ne viennent qu'à accompagner ce que font au préalable les 5 membres. Donc il est donc question que, à travers ce principe de rotation, qui voudrait qu'il y ait élection des nouveaux membres pour leur nouveau mandat qui est de 2 ans. Donc nous constatons tout simplement que l'Afrique a du mal, du moins pour ce qui est de la candidature africaine, l'Afrique a toujours du mal à pouvoir désigner une candidature unique, compte tenu du fait que pour certains continents, on parvient toujours à faire certaines concessions politiques et diplomatiques de telle sorte que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique du Sud, que ce soit même l'Océanie qui est des candidatures uniques, de telle sorte qu'on ne puisse pas toujours avoir certaines concurrences qui pourraient porter atteinte à l'élection. Donc ce que nous retenons est que avec l'élection des nouveaux membres, nous espérons qu'ils pourraient du moins influencer positivement que les décisions que les 5 membres auront à prendre. Mais cela soulève davantage l'épineuse ou bien la question récurrente et permanente sur ce Conseil de sécurité qui parfois a toujours fait l'objet de nombreuses critiques compte tenu de sa répartition qui ne cadre pas toujours aux enjeux géopolitiques et géostratégiques de l'heure. Car il faut se rappeler l'institutionnalisation ou bien la mise en place de ce contexte de ce Conseil de sécurité intervient au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Or, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les jeux de puissance ou bien les équilibres de puissance ont évolué. Donc, il est également question qu'on puisse mettre à jour ce Conseil de sécurité qui est une instance fondamentale au sein de l'ONU. Et l'on se rappelle que l'Afrique a toujours eu à revendiquer la mise à jour de ce Conseil de sécurité afin que l'Afrique puisse siéger non pas comme membre non permanent mais comme membre permanent de telle sorte que on puisse avoir un certain équilibre dans la gouvernance mondiale. Quand on se rappelle que les décisions onusiennes émanent toujours, du moins pour la plupart, du Conseil de sécurité des Nations Unies, et c'est notamment les 5 membres permanents qui prennent les décisions avant que celles-ci ne soient prises au niveau de l'Assemblée générale. Mais il est très important et c'est un appel de cœur en tant qu'internationaliste, en tant que chercheur en relations internationales, que le Conseil de sécurité soit mis à jour de telle sorte que
tous les continents puissent s'exprimer librement et que leurs intérêts soient toujours prévalus comme les autres acteurs de la scène mondiale. Très bien. Et il y avait quand même 2 concurrents pour le compte de l'Afrique. On avait le Kenya et Djibouti. Et Djibouti. Et déjà, au vu de ces 2 acteurs, on se rend compte que le Kenya pas largement favori compte tenu de son importance ou bien de son poids sur la scène continentale africaine. Ne disons pas ici que le Burundi ne pèse pas, mais nous disons tout simplement que face au Kenya, du moins face au Kenya, le Djibouti s'en va un peu en tant que petit poussin, et nous espérons que des concessions seront faites de telle sorte que l'Afrique puisse avoir son représentant au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Très bien. Regard sur la diplomatie, vous y êtes, mesdames, messieurs, c'est 88.4 sur la bande FM. Également, Royal FM en un mot, espace Cameroun, ça c'est l'adresse Facebook. Royal FM en un mot, espace Cameroun, vous pouvez également nous regarder. Alors, Fabrice Némi, parlons de toute autre chose à présent, notamment du droit d'établissement en zone CEMAC. C'est quoi déjà par définition un droit d'établissement? Le droit d'établissement est tout simplement un acte juridique qui octroie la possibilité à chaque État de donner des cartes de séjour, des cartes de résidence et des cartes de réfugiés aux différentes personnes, du moins aux différents étrangers qui résident dans leur territoire. Cela ouvre dans la voie, du moins cela ouvre dans un cadre légal et juridique qui fait en sorte que ceux des étrangers qui sont dans un pays de résidence ne soient pas toujours considérés comme, entre guillemets, comme on a toujours eu l'habitude de les appeler, des sans-papiers, de telle sorte que lorsqu'il y a des contrôles de routine, que ce soit de la police ou bien de la gendarmerie, que ceux-ci puissent tout simplement présenter ces différents documents qui leur donnent la possibilité de séjourner dans le pays dans lequel ils sont. Et au niveau de la région, la sous-région Afrique centrale, ça se passe comment? Déjà, au niveau de l'Afrique centrale, cela est lié au principe de la libre circulation des personnes et des biens. C'est également vrai que, concrètement, à d'autres instances... Lié, vous dites? Oui, lié, parce que la libre circulation permet aux différents membres, aux différents ressortissants des États membres de circuler librement. Si on fait comparaison, par exemple, avec l'Union européenne, qui a une certaine nationalité européenne, et cela a été entériné à travers le traité de Maastricht de 1992, qui permet à tout ressortissant de l'Union européenne de circuler librement dans chaque pays membre de l'Union européenne. Donc, ils n'ont plus, avec le statut de la nationalité européenne, ils n'ont plus besoin de se soumettre à avoir des cartes de séjour, des cartes de réfugiés ou bien des cartes de résidence, concrètement à la CEMAC, notamment en zone CEMAC où ce n'est pas toujours le cas. C'est donc la raison pour laquelle certains États ont préfèrent établir la carte, du moins c'est leur droit d'établissement à leur propre guise. Ça intervient à quel moment? Ça intervient au moment où l'État fait, du moins se constate qu'il y a un nombre accru d'étrangers qui dans son territoire, et pour donc réglementer cela, il est question que l'État prenne des dispositions pour régulariser la situation, du moins de telle sorte que les étrangers puissent régulariser la situation. Et on octroie ces droits de résidence, des réfugiés, bien de séjour aux différents ressortissants qui sont ancrés de manière légale dans le pays. Donc, si vous êtes ancré
clandestinement, il n'est pas toujours évident qu'on puisse vous accorder ces privilèges-là. Et pour que vous puissiez avoir des... Mais Némi Fabrice, on sait quand même que concernant la libre circulation des biens de personnes au niveau de la sous-région Afrique centrale, les populations ont quand même la possibilité de séjourner 90 jours au maximum dans un état sans problème. Oui, le principe est tout simple. C'est-à-dire, lorsque vous êtes étranger et que vous venez à séjourner dans un pays, les réglementations sont faites de telle sorte que vous avez une période de 90 jours en raison de 3 mois au cours de laquelle on vous octroie une carte de séjour. Or, il peut donc s'avérer que à l'issue de ces 90 jours, que votre séjour ne soit pas toujours terminé. On vous donne donc la possibilité de proroger votre séjour en vous acquittant bien évidemment des frais liés à ce droit. Et s'il se trouve donc que vous ne vous soumettez plus à ces dispositions, il est donc très important que l'État puisse prendre des dispositions liées à ce genre d'individus, à ce genre d'étrangers, de telle sorte que on puisse voir la carte du moins on puisse avoir le listing des étrangers qui séjournent dans le pays, et cela est du ressort même de la sécurité nationale du pays. Et il faut également se rappeler que ces cartes, du moins ces droits de séjour, cartes de résidence, cartes de réfugiés, participent aux recettes fiscales, du moins aux recettes budgétaires de l'État. Parce que tout résident, du moins c'est tout étranger qui va s'enregistrer en tant qu'étranger, verse une somme qui lui est demandée en fonction des exigences de chaque État. Donc cela participe même aux recettes budgétaires de chaque État. Et est-ce qu'il existe des mesures communautaires en la matière? Il existe bien évidemment des mesures communautaires en la matière, mais elles ne sont pas toujours mises en œuvre, compte tenu du fait qu'en Afrique, et notamment au niveau des communautés économiques régionales, les dispositions qui sont toujours prises ne sont pas toujours appliquées du fait de certains souverainismes des États qui ne se soumettent pas toujours à ces lois communautaires-là. Mais est-ce que la question que je pose, c'est de savoir si il y a eu comme harmonisation quand même de cette politique du droit d'établissement au niveau de la sous-région? C'est vrai que nous n'avons pas d'informations précises sur cette question technique, mais ce que nous connaissons en la matière, c'est que au vu même de certaines dispositions prises par certains États, nous remarquons tout simplement que c'est chaque État qui fixe ses règles, du moins c'est ses règles du jeu en la matière. Cela suppose donc que chaque État est libre de dicter, du moins de dicter sa politique en la matière, de telle sorte que tout étranger qui réside dans son pays puisse tout simplement se soumettre aux lois, du moins aux dérogations qui sont faites par chaque État. Au Cameroun, par exemple, puisque le Cameroun fait partie de la CEMAC et de la CAC, et il y a des dispositions qui sont prises à la matière. Cela suppose donc que tout étranger qui vient au Cameroun peut avoir une carte de séjour qui lui permet de séjourner au Cameroun une période de 3 mois, une carte de résidence pour ceux qui sont installés de manière permanente, une carte de réfugiés pour ceux qui ont le statut de réfugiés, c'est-à-dire c'est des étrangers qui sont venus au Cameroun compte tenu des contextes sécuritaires qui sont dans notre pays. Donc voilà un peu les 3 cartes d'établissement que nous avons au Cameroun et qui est un peu très connue dans la plupart des pays, que ce soit la carte de séjour, la carte de résidence et la carte de réfugiés. Toutefois, il faut quand même relever que, toujours en zone CEMAC, les ressortissants de la CEMAC, par exemple, entre ces pays membres, payent moins que ceux qui viennent d'ailleurs. Je crois que ça fait partie des mesures communautaires. Et permettez de lire, voici un texte qu'on va lire. C'est un communiqué officiel. Alors, le ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité publique
informe, nous sommes en République centrafricaine, informe tous les demandeurs de la carte de séjour que la délivrance des récépissés relatifs aux dits documents par les services de la Direction générale de l'immigration est définitivement suspendue. Il demande par ailleurs à tout demandeur de la carte de séjour de se rapprocher des institutions bancaires suivantes: Banque commerciale pour la Centrafrique, Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce, afin de s'acquitter des frais inhérents contre reçus et de se présenter ensuite à la direction générale adjointe chargée de l'immigration et immigration pour les fournitures d'obtention de la carte proprement dite. Tout contrevenant sera passible d'une poursuite judiciaire conformément aux dispositions prévues par le Code pénal centrafricain. Alors, à nota bene, il est dit qu'à compter de la date du 6 juillet 2030, tout étranger résidant en Centrafrique qui ne sera pas détenteur d'une carte de séjour en cours de validité aura à payer une pénalité d'1 million de francs CFA au trésor public. C'est fait à Bangui le 9 juin 2020 et signé le général de brigade Henri Ouadzet Lingisara. Alors voilà par exemple un texte des autorités centrafricaines qui donne jusqu'au 6 juillet prochain, Fabrice Némé, à tous ceux qui résidant sur le sol centrafricain ne se seront pas conformés en la matière. Mais est-ce qu'au niveau déjà du montant, on a vu là à titre de pénalité 1 million de francs, est-ce qu'il y a harmonisation ou alors c'est chaque État qui fixe un montant qui lui signe? À la lecture de ce texte qui nous a été soumis, nous retenons une seule chose, c'est que l'État centrafricain a pris une disposition de manière unilatérale. Et cela corrobore ce que nous avons dit au préalable, que c'est chaque État, compte tenu de son souverainisme, qui émet lui-même ses politiques au dépend même des dispositions communautaires qui sont prises en la matière. Au vu, sur le plan de la forme, on se rend compte que l'État centrafricain voudrait tout simplement avoir un certain répertoire des étrangers qui sont en situation d'irrégularité. Et comment on peut donc analyser cette décision des autorités centrafricaines? Tout simplement parce que il y a d'abord le fait que la Centrafrique, dans la sous-région, a pris de nombreux étrangers des pays voisins, que ce soit le Cameroun, le Tchad et même la RDC. Donc, il faudrait donc que l'État centrafricain se rende compte du fait que tous les étrangers qui sont dans son territoire sont ancrés par des voies légales, de telle sorte que, compte tenu du contexte sécuritaire qui prévaut, qu'on puisse tout simplement mettre de côté ou bien expulser ceux qui n'ont pas des situations légales. Et cela va en droite ligne de la capacité, même de la possibilité de l'État de mettre des politiques en la matière. On se rend bien compte que la pénalité qui est annoncée vient tout simplement répondre à la capacité de l'État du moins d'émettre certains gains financiers pour son budget. On se rend bien compte que depuis l'entrée, depuis la crise sécuritaire centrafricaine, du moins la récente, qui a déclenché en 2013, l'État centrafricain vit un peu une crise économique très, très assistante. Et ce n'est pas toujours très aisé pour les autorités centrafricaines de pouvoir avoir un déficit, du moins un déficit budgétaire excédentaire. Et pour donc répondre à cette crise économique, bien évidemment en contexte de Covid-19, les autorités centrafricaines voudraient tout simplement voir une opportunité économique de remplir la caisse
car nous le rappelons tel que le communiqué l'indique, que les étrangers s'acquittent de leurs frais en la matière. Et ceux qui ne se seront pas acquittés de cette matière seront tout simplement soumis aux dispositions juridiques qui sont prises en la matière. Et comme le rappelle le communiqué, et ils seront également amendés d'une peine de 1 million de francs CFA. Alors, permettez de lire cette contribution. C'est une contribution d'un diplomate. Alors, il dit, pour ce qui est du droit d'établissement dans notre sous-région, chaque État a une réglementation en vigueur qui cadre avec sa loi de finances, timbre, impôt, visa. Il peut baisser ou élever les droits d'entrée ou de résidence en fonction des politiques publiques choisies. Faciliter le tourisme, gratuité pour les investisseurs étrangers ou difficulté d'installation des étrangers, flexibilité et immigration. Il existe des mesures communautaires et extra-communautaires. En Afrique centrale, les ressortissants des pays de la CEMAC payent en général moins que d'autres étrangers. Il faut cependant faire une différence entre libre circulation de personnes et de biens qui est diversement appliquée dans chacun de ces pays. En principe, il n'y a pas de visage, non, il parle de visa, et quand bien même il est exigé, il doit être gratuit et tout citoyen de la sous-région peut résider dans la zone CEMAC jusqu'à 90 jours. Ça revient à dire qu'avant la fin de cette période, il peut traverser les frontières et revenir quelques heures après pour 90 jours encore. Cette libre circulation se transforme au droit d'établissement qui nécessite une carte de résidence au-delà du 90e jour. C'est ici que ces frais varient d'un pays à un autre en fonction des réalités du terrain et de l'importance de la communauté d'ambassadeurs. L'ambassadeur ici peut solliciter l'application de la réciprocité et d'autres considérations. Et justement, on parlait de l'argent tout à l'heure, des sommes. On a pris ici le cas de la Centrafrique qui demande 1 million à titre de pénalité. Est-ce qu'il peut avoir réciprocité en matière de paiement au niveau des États? Déjà, le communiqué ne fait pas mention dans quelconque État. C'est-à-dire, ne vise pas un quelconque État particulier, oui. Donc, on parle des étrangers, tout simplement. On parle des étrangers, qu'ils soient ressortissants d'Europe, d'Amérique, d'Afrique. Donc, on ne vise aucun État. Alors, mais est-ce que là, derrière, vous ne voyez pas qu'il y aurait peut-être une restriction pour ceux de la sous-région? En filigrane, hein? Bon, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse et il faudrait tout simplement que du moins ce qu'on est, on fasse le ratio entre la majorité des étrangers qui en Centrafrique. Est-ce que la majorité émane des pays de la sous-région ou bien alors il y a une certaine majorité des autres étrangers. Donc, sinon, à la lecture globale du communiqué, on voit qu'il n'y a pas de disparité, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, et comme nous avons eu à le mentionner que le communiqué ne vise aucun État. Donc, tout étranger, quelle que soit sa nationalité, devrait tout simplement se soumettre à cette nouvelle réglementation de l'État africain. Bon, maintenant, est-ce qu'il pourrait avoir un principe de réciprocité? À la lecture... Le diplomate disait ici que ça peut être possible à la demande de l'ambassadeur. Ça peut être possible à la demande de l'ambassadeur si l'ambassadeur constate que il y a un grand nombre de ressortissants dans ces pays-là. Et à cette demande, l'État peut... parce que l'ambassadeur ne fait qu'une proposition à sa hiérarchie. Et sa hiérarchie peut suivre du moins peut suivre cette proposition, peut répondre favorablement à cette proposition ou non. Donc, il faudrait tout simplement que, avant d'émettre un certain principe de réciprocité, évaluer ce que, du moins, les implications que cette mesure peut avoir. Mais de notre point de vue, nous estimons tout simplement qu'il ne devrait pas avoir un certain principe de réciprocité compte tenu du fait que l'État centrafricain ne se soumet qu'à ses politiques publiques. Il est donc question que tout étranger puisse se régulariser. Et si l'État centrafricain estime que
vous devez payer une amende, c'est tout simplement une disposition normale qui sied à l'État centrafricain. Bon, est-ce à dire que tous les États devraient suivre, devraient toujours suivre ce genre d'application de notre point de vue? Pas du tout. Alors, devrons-nous comprendre que la problématique du droit d'établissement en zone CEMAC fait problème? La problématique du droit d'établissement fait problème dans la mesure où ce n'est pas toujours harmonisé. Et comme l'auditeur a eu à le mentionner dans son message, c'est chaque État qui émet une politique en la matière compte tenu de ses exigences en matière de politique économique. Et il est question pour chaque État de trouver une opportunité sur ces droits d'établissement pour remplir ses caisses compte tenu des différentes lois des finances de chaque État. Très bien. Alors, nous allons souffler pour revenir. Du travail, mon frère, mais rien ne marche. Royal FM. J'ai déjà tout essayé, mais rien ne marche. Tu es spectateur de ceux-là qui avancent. Tu as perdu l'envie de continuer de combattre. Il faut plus t'inquiéter, mon ami. Tes efforts seront récompensés, mon ami. Continue de bosser, dis-toi quand ça va payer, mon ami. Faut patienter. Ne baisse pas les bras, ça va payer. Faut patienter. Restez positif, ça va payer. Ne pleure pas, il va tes souffrances, tes larmes, il va essuyer. Le Dieu que tu vois, peu importe le temps, n'oublie pas ses enfants. D'autant plus qu'un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. N'écoute pas les ondes, peu importe ce qu'ils disent, continue de bosser. Royal FM 88.4. Si là t'es dur, ne baisse pas les bras. Car dans la vie, mon frère, rien n'est facile. Tu dois garder espoir, avoir la foi. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Faut patienter. Ne baisse pas les bras, ça va payer. Faut patienter. Restez positif, ça va payer. The thing what you do one for you. If you follow your heart, my brother, you no go they regret too. He go pay, taxi man no, he go pay. Buy him, sell him, he go pay, he go pay, he go pay. When a bambe, he go pay, taxi man no, he go pay. Buy him, sell him, he go pay, he go pay, he go pay. Faut patienter. Ne baisse pas les bras, ça va payer. Faut patienter. Restez positif, ça va payer.
retour sur ce plateau de regard sur la diplomatie. Nous parlons d'autres choses à présent et c'est bien de notre thématique centrale, le travail quotidien d'un diplomate en fonction. Alors Fabrice Némi, c'est pas la première fois qu'on va évoquer un sujet se rapprochant à celui-ci. Et revenons un peu sur le diplomate en tant que, dans sa définition. C'est qui un diplomate? Le diplomate, c'est tout simplement une autorité d'un État qui est envoyé à l'extérieur pour une mission précise. Il a donc pour but de représenter, négocier, informer, protéger et promouvoir les relations entre les deux États. Et il faut tout simplement se mettre à l'idée que le diplomate est un haut représentant de l'État, de son État d'origine. C'est-à-dire, lorsque vous êtes envoyé à l'extérieur, vous êtes envoyé pour représenter l'État dans l'État accrédité. Donc, il faudra donc tout simplement que le cahier des charges que vous êtes assigné lors de votre désignation soit tout simplement rempli, car le diplomate a pour but de partir pour une mission précise. Et à l'issue de cette mission, il est appelé à d'autres fonctions, du moins à exercer ailleurs, même si dans certains pays, on voit certains diplomates qui parfois font 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, vous dites que le diplomate est appelé à partir. Est-ce qu'ils partent toujours? Ils ne partent pas toujours parce qu'ils ne se soumettent que ils ne se soumettent qu'aux ordres de la hiérarchie. C'est la hiérarchie qui édicte le début et la fin de leur mandat à l'extérieur. Donc, le diplomate ne peut pas se lever un bon matin et dire qu'il rentre de son bon vouloir. Est-ce une contrainte pour son travail ou alors c'est quand même prévu? Non, ce n'est pas une contrainte parce que c'est une fonction hautement sensible et il est donc très important que vous exerciez cette fonction-là avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de prudence et avec beaucoup de maestria. Donc ce n'est pas tout à fait une contrainte. Alors, est-ce qu'il existe quand même des variétés ou alors, quand on parle de diplomate, il en existe plusieurs variétés ou bien? Quand vous êtes diplomate, c'est tout? Non, quand vous êtes diplomate, d'abord, il y a ceux qui exercent dans le cadre des relations diplomatiques, c'est-à-dire des relations bilatérales entre États. Ouais. Maintenant, il y a ceux qui exercent dans le cadre des relations multilatérales, c'est-à-dire entre les organisations internationales, États et organisations internationales. Et les désignations, bien les dominations vont différer d'un contexte à l'autre. Pour le cas des relations bilatérales, on parlera par exemple d'ambassadeurs, de hauts commissaires dans le cas pour les États du Commonwealth. Et pour les diplomates des organisations internationales, on va par exemple parler d'un représentant, celui qui exerce la plus haute autorité, du moins celui qui représente l'organisation internationale dans un pays à l'extérieur. Est-ce qu'au niveau, c'est-à-dire quand on évoque leur rôle ou alors en quoi consiste leur travail de manière concrète, est-ce que ça se différencie quand même qu'on soit diplomate bilatéral ou diplomate multilatéral? Oui, est-ce que ce sont les mêmes fonctions? Les fonctions ne sont pas les mêmes dans la forme, mais dans le fond, on ressent toujours une certaine similitude parce que tout diplomate va pour un but précis, c'est-à-dire préserver, il va devoir représenter, il va négocier, il va informer, il va protéger les intérêts. Ça, c'est le cas pour les relations bilatérales. Il va promouvoir les relations entre les deux partenaires. Donc, dans le fond est un peu le même, mais c'est juste que la forme qui diffère. Pour le cas des relations bilatérales, on va se rendre compte que
Il y aura par exemple des ambassadeurs, des attachés des défenses, des attachés culturels, des attachés d'ambassade et bien évidemment des consuls qui peuvent être des consuls généraux, bien des consuls honoraires, ce qui est totalement différent pour le cas des diplomates qui exercent qui représentent les organisations internationales dans les pays accréditants. Et pour l'autre cas de figure, parce que là vous avez juste évoqué pour ce qui est des diplomates bilatéraux. Non, pour le cas des relations multilatérales, tout représentant qui est désigné, tout représentant d'une organisation internationale qui est désigné dans un pays accrédité vient tout simplement, il adore une fonction principale, du moins une mission principale, représenter l'organisation au sein de cet État, et bien évidemment négocier entre cette organisation et cet État et informer l'organisation internationale de tout ce qui se passe au sein de cet État. Et on va se rendre compte que si les diplomates, dans le cas des relations internationales, dans le cas des relations bilatérales, protègent et promeuvent les relations entre les deux États. Pour le cas des organisations internationales, elles vont tout simplement se limiter aux trois premières fonctions, aux trois premières missions, c'est-à-dire représenter, négocier et bien évidemment informer. Alors, de façon concrète, parce que là, on reste un peu dans la théorie, de façon concrète, qu'est-ce qu'un diplomate fait comme travail? Un diplomate, de manière concrète, pour le cas des représentations, de sa mission représentative, il représente le chef de l'État. Bref, toutes les autorités de l'État accréditées qui ont une fonction diplomatique, ils représentent le chef de l'État. Dans le cas des régimes présidentiels, ils représentent le Premier ministre dans le cas des démocraties parlementaires. Ils représentent également les ministres, les différents ministres. Ils représentent aussi même le ministre des Affaires étrangères. Pour le cas de la négociation, il peut s'avérer... Alors, quand vous dites il représente là, avec toutes les prérogatives possibles? Avec toutes les prérogatives précises, conformément aux directives que sont... à son cahier de charge. À son cahier de charge, aux directives que sa hiérarchie lui assigne. Parce qu'aucun diplomate ne peut prendre du moins une décision de manière délibérée. Il doit toujours se soumettre aux directives qui lui sont dictées par sa hiérarchie. Ça peut être le ministre des Affaires étrangères, ça peut être un premier ministre dans le cas des démocraties parlementaires, ça peut être le président de la République qui après tout, dans la démocratie ou bien dans la diplomatie et la politique étrangère, sont du ressort de son domaine réservé. Alors, ça c'était pour ce qui concerne la représentativité. Oui, ça c'est ce qui concerne le domaine de la représentativité. Pour le domaine de la négociation, le diplomate, de manière concrète, négocie avec son pays, avec le pays d'accueil, sur tous les domaines de la coopération ou dans lequel l'état d'origine peut tirer profit. Ça peut être sur le plan politique, ça peut être sur le plan économique, ça peut être sur le plan agricole, ça peut être sur le plan énergétique, ça peut être sur le plan militaire, sécuritaire, même si Alors, pour vous relancer, un Camerounais pourrait se demander comment se fait-il qu'on voit quand même souvent des ministres aller négocier, alors qu'on a quand même des représentants là-bas qui doivent négocier. Non, les ministres ne viennent que continuer l'œuvre que le diplomate avait déjà fait au préalable. Au plan technique. Au plan technique. Parce que si par exemple un ministre camerounais, puisque nous sommes au Cameroun, un ministre camerounais dans le département ministériel se déplace pour aller signer une convention internationale, du moins son accord bilatéral avec
un pays à l'extérieur, cela suppose qu'au préalable, le diplomate, du moins c'est l'ambassadeur, ou bien la mission diplomatique tout simplement, aura fait quelque chose, aura fait quelque chose dans ce sens-là. Cela suppose donc que quotidiennement, les diplomates, ou bien la mission diplomatique est appelée à scruter le terrain dans le pays d'accueil, de telle sorte que on puisse toujours trouver une petite opportunité à travers laquelle les deux pays peuvent coopérer. Si par exemple, vous constatez que dans un pays, ce pays-là est confronté à certaines difficultés et que votre pays peut résoudre ce problème-là, vous allez tout simplement négocier de telle sorte qu'un accord bilatéral peut plus être trouvé dans ce sens-là. Alors on était toujours dans la négociation. On était toujours dans la négociation. C'est comme nous avons eu à le dire il y a quelques instants que la mission diplomatique scrute tous les domaines de la coopération à travers lesquels les deux pays peuvent coopérer. Ça peut être sur le plan politique, ça peut être sur le plan juridique, même parce que parfois on met de côté cet aspect des choses. Le plan juridique est un domaine très important pour la coopération entre les deux États. Quand on parle du domaine juridique, ça peut être dans le droit des affaires, même dans le droit privé, même dans le droit public. Donc, il faudrait tout simplement que la mission diplomatique, bref, scrute tous les domaines de coopération auxquels les deux pays peuvent tirer profit. Alors, il n'existe que ces deux missions-là, c'est-à-dire représenter et négocier? Non, il n'existe pas ces deux missions. Nous allons crescendo pour le cas des informations, la mission d'information. C'est-à-dire, la mission diplomatique informe son état d'origine de tout ce qui est susceptible de susciter une attention particulière auprès de sa haute hiérarchie. Cela suppose donc quoi? Si vous êtes par exemple un diplomate qui est accrédité à Yaoundé, vous pouvez tout simplement dire que le Cameroun vit une situation sécuritaire dans le Nozo ou bien à l'extrême nord. Si c'est le cas sociopolitique, vous pouvez par exemple dire que le Cameroun a eu organisé des élections. Bref, la mission diplomatique a cette fonction-là d'informer sa hiérarchie sur tout ce qui se passe de toute l'évolution sociopolitique de l'état d'accueil. Et cela doit se faire dans un contexte licite, pas dans un cadre illégal. Ça, c'est la mission d'information du diplomate. Ça, c'est la mission d'information. Maintenant, pour ce qui est de la mission de protection, elle a tout simplement pour but, et cela est du ressort même des consulats, que ce soit des consulats généraux, bien des consulats honoraires. Ils ont pour but de protéger. Bref, ils ont une fonction administrative. Ils ont une fonction purement administrative, c'est-à-dire ils protègent les différents intérêts des ressortissants du pays. Ça peut par exemple être, ils peuvent par exemple établir des actes de naissance, des passeports, et bref, tout ce qui est administratif. Tout ce qui est administratif dont on n'a pas la possibilité de faire dans le pays d'origine, cela est de la fonction de la mission diplomatique, notamment des consulats. Il faut bien préciser que si les relations diplomatiques peuvent être établies entre les deux États, les relations consulaires, elles sont particulières. Vous avez donc par exemple observé qu'il y a certains États qui n'ont pas d'ambassade mais qui ont des consulats. Et certains États parfois ouvrent souvent des consuls et qu'après ils ouvrent des ambassades. Donc peut-être avant d'en arriver là, terminons déjà à continuer à expliquer cette mission d'information même du diplomate qui travaille dans ces représentations diplomatiques. Mission d'information, vous avez dit? Oui, c'est là où vous en étiez. Non, nous étions la fonction de protection. De protection, bien évidemment, oui, de protection. De protection. Donc, la mission diplomatique protège tout simplement les ressortissants. Si un ressortissant peut être confronté à une situation particulière, il peut être, par exemple, il peut faire l'objet de poursuites judiciaires. Il est question que la mission diplomatique, le consul puisse prendre des dispositions
pour pouvoir voir ce qui se passe. Si par exemple un ressortissant est expulsé, il est du ressort du consul de prendre des dispositions de telle sorte que ce ressortissant puisse regagner son pays d'origine. Donc voilà un peu de manière générale pour ce qui est de la fonction de protection. Bon, maintenant, pour ce qui est de la dernière fonction, qui est la fonction de promotion, il faut promouvoir quoi? Promouvoir toutes les valeurs du pays d'origine, les valeurs culturelles, les valeurs politiques. Bref, c'est un peu du soft power, comme on dit souvent. Vendre son pays. Vendre son pays à l'étranger. Donc voilà un peu ce qui est du ressort de la fonction de promotion du pays d'origine. Alors, un diplomate qui a été envoyé en service dans une chancellerie et celui qui a été envoyé tout simplement pour le compte du consulat, est-ce qu'ils travaillent de la même manière? Ils ne travaillent pas de la même manière parce que leurs cahiers de charges sont différents. Et comme nous avons eu à le dire, l'ambassadeur exerce une fonction purement politique. Et alors que le consul ou bien les consulats exercent des fonctions purement administratives. Donc, dans une mission diplomatique ou bien dans les différentes missions diplomatiques qui sont à l'extérieur, le consul est sous l'autorité de l'ambassadeur parce que l'ambassadeur ici est le haut représentant de l'État. Cela suppose donc que chaque fois que le consul aura à prendre certaines dispositions, il doit toujours informer sa hiérarchie à l'extérieur, c'est-à-dire l'ambassadeur dont l'ambassadeur après informe maintenant sa hiérarchie qui est maintenant dans son pays d'origine. Donc les deux personnalités, même si elles sont des personnalités diplomatiques, n'ont pas la même fonction compte tenu de leur cahier de charges qui sont tout à fait différents. Ça, c'est pour les patrons. Maintenant, pour les employés, même au sein de l'ambassade, qui sont quand même diplomates, est-ce que là, on va quand même trouver des coïncidences au niveau du travail? Est-ce qu'ils ont le même rôle à jouer? Ils n'ont pas le même rôle parce que là, ils ont également des cahiers de charges bien spécifiques. L'attaché militaire peut-être pour mieux comprendre, que fait un diplomate qui travaille dans une chancellerie et que fait celui qui travaille dans un consulat? Comme nous avons eu à le mentionner il y a quelques instants, le diplomate qui travaille dans un consulat exerce dans le cadre de la protection des ressortissants du pays d'origine. Or, celui qui travaille dans une ambassade, dans un haut commissariat, va exercer d'autres fonctions différentes de celle-là. C'est-à-dire, il va travailler dans un contexte des 4 missions que nous avons évoquées, hormis la mission de protection. C'est-à-dire négociation, information et promotion, parce que la représentation est du ressort même de la plus haute instance diplomatique à l'extérieur, c'est-à-dire de l'ambassadeur ou bien du haut commissaire. Donc voilà un peu à peu près les diplomates qui sont du second échelle font au grand quotidien dans leur travail. Ils se lèvent, il se rend au travail, c'est tout ce qu'il fait comme travail. Non, c'est pas tout ce qu'il fait comme travail parce que la plus haute autorité qu'est l'ambassadeur, bien le haut commissaire, donne un cahier de charge du moins à son personnel. Très bien, si je comprends bien, c'est l'ambassadeur qui définit. L'ambassadeur définit conformément à son cahier de charge qui lui a été soumis par sa haute hiérarchie. Et c'est par rapport à l'atteinte de ses objectifs qu'il attribue aussi. Il attribue dans un travail de chaîne, c'est-à-dire un travail qui commence du plus grand au plus petit, c'est-à-dire on vous donne des directives, vous devez en tant que chef, vous devez également prendre des dispositions de telle sorte que le cahier des charges qui vous est assigné soit tout simplement rempli. Alors au cas où c'est pas rempli, c'est vrai qu'on va y revenir tout à l'heure, mais à qui va incomber la responsabilité? Bien évidemment, la responsabilité incombe toujours à celui qui exerce la plus haute autorité, c'est-à-dire l'ambassadeur. Si
il y a par exemple un incident, c'est du ressort de l'ambassadeur de répondre, qui bien évidemment peut également établir un rapport en interne pour établir les chaînes de responsabilité, même si la responsabilité première lui incombe, mais il est de son ressort également établir un rapport pour établir les différentes chaînes de responsabilité. Très bien. Le diplomate donc qui est en fonction rend compte à qui? Le diplomate rend compte à sa hiérarchie. Ça peut être d'abord le minerai. En fait, tout dépend de la structuration de chaque État. C'est-à-dire, il y a des États qui, par exemple, vont directement rendre compte au ministère des Affaires étrangères, qui lui également va rendre compte à la présidence. Il y a certains États qui vont directement rendre compte à la présidence. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Pendant que les subordonnés rendent compte aux supérieurs, bien évidemment, les supérieurs rendent également compte à leurs supérieurs sur le plan hiérarchique. Bien évidemment, comme nous avons eu à le dire, c'est un travail de chaîne, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, bien du plus grand au plus petit, c'est comme ça que ça se passe. Alors, à l'observation déjà du travail qui est fait, je ne vous invite pas à juger nos diplomates. D'ailleurs, vous êtes mal placés, certainement. Mais alors, à l'observation, est-ce que vous voyez quand même qu'il y a applicabilité de ce rôle, de ce travail de nos diplomates? Bien évidemment, il y a applicabilité de ce travail du diplomate s'il bénéficie toujours de la confiance de leur hiérarchie. Parce que s'il n'y avait pas applicabilité de leur cahier de charges, ils seraient tout simplement appelés à d'autres fonctions. Donc, s'ils sont toujours dans les différentes missions diplomatiques auxquelles ils sont appelés à exercer, cela suppose donc qu'ils remplissent pleinement leur cahier de charges, que leur hiérarchie est tout simplement fière du travail abattu sur le terrain. Et en parallèle, puisqu'on sait quand même qu'au sein des ministères chargés des affaires étrangères, on les trouve également là-bas, ces diplomates qui n'ont pas eu la possibilité ou pas encore d'aller travailler à l'étranger dans des représentations diplomatiques. Et cela, en quoi consiste leur travail? Leur travail consiste tout simplement à exercer compte tenu du cahier de charges des différents départements, des différents départements ministériels auxquels ils sont appelés à exercer. Pour le cas du Cameroun, les diplomates n'exercent pas toujours seulement au ministère des Relations extérieures. Ils peuvent être dans différents départements ministériels. Donc, dans leur travail quotidien... Ils ont d'autres cahiers de charges. Ils ont d'autres cahiers de charges. Est-ce que les missions qu'on leur attribue là-bas diffèrent ou alors sont en coordination avec ce qu'ils doivent faire en réalité dans le cadre de leur mission? Leurs missions dans les fonctions auxquelles ils sont assignés ne peuvent que correspondre au cahier de charges du département ministériel auquel ils sont appelés à exercer. Par exemple, si vous êtes diplomate et que vous exercez par exemple au ministère de la Défense, au ministère de l'Économie, au ministère de la Culture, bref, dans tous les départements ministériels que nous avons, vous n'exercerez que dans un strict domaine auquel vous êtes appelé à signer. C'est-à-dire, si vous occupez de l'aspect juridique, vous allez vous occuper de l'aspect juridique du département ministériel auquel vous êtes assigné, ce qui sera totalement différent des autres missions auxquelles vos collègues sont appelés à exercer dans les différents départements ministériels. Donc, leur travail quotidien va en droite ligne des cahiers de charges auxquels ils sont appelés à exercer. À ce niveau-là, y a-t-il pas entrave à la fonction du diplomate? Non, il n'y a pas entrave. Il n'y a pas entrave parce que le diplomate, après tout, reste un fonctionnaire. Et le fonctionnaire est appelé à exercer dans toute administration publique de l'État. Ouais. Qu'elle soit interne ou bien externe. Donc, il n'y a pas entrave dans le travail du diplomate. Et maintenant, laissons les départements ministériels. Revenons par exemple au ministère des Relations extérieures ici, pour le cas du Cameroun. Il y a quand même des diplomates là-bas, au sein des directions. Ceux-là aussi suivent le cahier de charges de leur patron, c'est ça? Bien évidemment. Ils ne peuvent que suivre le cahier de charges de leurs différents patrons parce que si vous êtes affecté dans une direction, vous n'avez que travailler
vous n'avez que rempli la feuille de route de cette direction-là. Donc, et vous ne devez que rendre compte à votre hiérarchie, c'est-à-dire le responsable de cette direction, qui est lui également, va rendre compte à sa hiérarchie, qui est le ministre des Relations extérieures ou bien le ministre secrétaire d'État délégué. Mais Fabrice Némi, est-ce qu'il revient aux diplomates de travailler sur place? C'est vrai que la question se pose toujours parce que la plus grande fierté de tout diplomate, c'est d'exercer à l'extérieur. Mais il peut également se trouver que le diplomate peut terminer sa carrière sans avoir exercé à l'extérieur. Pourquoi ça existe, ça? C'est tout simplement du ressort de sa hiérarchie. Si votre hiérarchie estime que vous pouvez pleinement remplir vos commissions, ou bien vous serez utile à l'interne, ne pouvez que vous soumettre aux décisions de la hiérarchie, même si, comme nous avons eu à le dire il y a quelques instants, que la plus haute fierté de tout diplomate de carrière, c'est d'exercer à l'extérieur, mais il peut également se au-delà même de la fierté, Fabrice Némi, il y a quand même que on retrouve à l'intérieur l'aspect peut-être de l'expérience qui rentre en jeu, parce que lorsque vous y allez, vous revenez avec de nouvelles expériences, ainsi de suite. Ça peut vous aider, même peut-être plus tard à des compétitions et autres. Et dès lors que vous êtes là, est-ce que vous pensez que vous êtes même aussi très très utile? Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais en fonction de l'expérience que vous avez. L'expérience que vous avez acquise à l'extérieur peut être bénéfique à l'État à l'intérieur. Et si vous n'avez donc pas d'expérience de l'extérieur? Vous n'avez pas quand même dit que vous avez eu exercé 1 an, 2 ans ou 3 ans à l'extérieur, que vous n'avez pas eu une expérience. Je dis si vous n'avez pas pu exercer à l'extérieur. Non, ça serait très malencontreux de le dire. Parce que l'expérience que vous avez eue à l'interne peut vous être utile à l'externe. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu exercer à l'extérieur que vous n'avez pas une certaine expérience. Non, loin de là. Parce que du moins c'est la finalité de tout diplomate, c'est de pleinement remplir son cahier de charges, c'est-à-dire sa feuille de route qui était dictée par sa hiérarchie. Il peut donc également s'avérer que malgré l'expérience que parfois vous avez accumulée à l'extérieur, on vous assigne une autre fonction à l'extérieur et que vous ne puissiez pas être capable à l'exercer. Dans les États qui vivent dans un certain dynamisme diplomatique, on sait tout simplement que il y a des diplomates qui ont des mandats précis, ça s'appelle que 3 ans, 4 ans. Cela suppose donc que le fil des expériences que vous accumulez à l'extérieur peuvent être bénéfiques à d'autres situations, à d'autres pays. Or, concrètement, qu'est-ce que cela suppose? Si par exemple, vous êtes un diplomate camerounais, vous avez eu exercé au Congo pendant peut-être 5 ans, 6 ans, 3 ans, 2 ans. On estime que compte tenu de votre expérience, vous pouvez exercer dans un autre pays, par exemple comme le Nigeria, compte tenu de la mission que votre hiérarchie vous confie. Il peut également se trouver que vous remplissiez pleinement votre mission ou bien vous échouez. Parce que le contexte sociopolitique dans lequel vous avez eu à réussir est totalement différent d'un pays à un autre. Donc cela suppose donc que vous pouvez certes avoir une certaine expérience à l'extérieur, mais parfois vous pouvez être buté à remplir pleinement le cahier des charges que vous êtes assigné, si vous êtes appelé à exercer dans un autre pays. Et pour le cas de ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de partir à l'extérieur, l'expérience que vous avez eue en interne peut être bénéfique à l'externe. Il y a des très grands diplomates qui travaillent quotidiennement à l'interne. Alors vous les appelez très grands diplomates, alors que vous savez comme moi que le diplomate est quand même n'est pas quand même, mais il est un conquérant. Sur place, il est un conquérant parce que il y a une hiérarchie, c'est-à-dire l'expérience que vous avez acquise à l'interne peut être bénéfique à l'externe. Cela suppose donc que, bien compte tenu du caractère conquérant, du caractère dynamique qui incombe au diplomate, même s'il exerce en interne,
même s'il a eu exercé en interne pour une période, une certaine période, il peut être, il peut pleinement exercer en externe avec magistrat, avec brio. Cela ne suppose pas qu'il ne faudrait pas dire ici que ceux de nos diplomates, ou bien ceux des diplomates, parce que nous parlons d'un contexte général, qui travaillent en interne, ne peuvent pas remplir pleinement leurs fonctions en externe. Ça serait malencontreux de le dire. Cela va tout simplement de la qualité et de la personnalité, de la qualité de la gestion même du cahier des charges qui incombe à chaque diplomate. Alors, très bien. Fabrice Némi, je vous propose de souffler une nouvelle fois après. Nous allons revenir parler d'un cas pratique. Voici ce que ma grand-mère me disait. Elle me disait, écoute-moi bien, Manilé. Numungakaya, Satmayanewa. Unumanti, Kamsuti. Unumanawana, my Usuri, Sawa. Unumangala, Vinta, Musuri, Bami. Numungakaya. Waya mfana tive siku mkuru b'intomba Jambo waba damina Waya mfana tive siku mkuru b'intomba Jambo waba ite badamina Mamangakaya Écoutez regarde Écoute souvent le chant du vent qui souffle sur les toits, dans les bois, loin, loin là-bas, dans les collines. Regarde de temps en temps la trace du temps qui passe sur le visage des vieux, près de chez toi là-bas, dans les collines. Écoute les pleurs des femmes autour des hommes qui agonisent. Écoute le silence des parents des enfants que l'on assassine. Écoute le rire des enfants qui s'amusent les pieds nus dans la poussière. Tu verras que la vie n'est pas rose, elle est aussi faite de choses qui nous nuisent et qui nous réduisent. Mamangakaya Zatmeyanewa Royal FM. Touche le cœur de tous ceux qui doutent de toi. Ouvre ton cœur à tous ceux qui t'aiment et qui pensent à toi. Donne ta main à tous ceux qui souffrent et qui comptent sur toi. Mangakaya Zatmeyanewa Oyagamis Ubagamalo. Écoute et regarde, écoute et regarde. On demande petit dans mon soleil petit. On demande à one my soleil ça. On demande de la fille dans mon soleil. Bami, Mangakaya. Voici ce que ma grand-mère me disait. Elle me disait, écoute-moi bien, Manilele.
Regard sur la diplomatie, vous nous écoutez depuis chez vous, mesdames, messieurs. Alors, nous poursuivons cette émission avec autre chose à présent. Alors, Fabrice Némi, écoutez, je vais vous lire ce communiqué. Consulat général de la République du Cameroun à Paris, en France. Alors, c'est une lettre signée à Paris le 4 juin 2020. Le consul général qui écrit à son Excellence, Monsieur le ministre des Relations extérieures, Yaoundé, Cameroun. Objet, décès de Monsieur Fotso Victor. Excellence, Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que Monsieur Fotso Victor, personnalité politique camerounaise et grand homme d'affaires, est décédé le 19 mars 2020, c'est à Neuilly-sur-Seine, en France, de suite de courte maladie. Suite à ce décès, le consulat général du Cameroun à Paris a été saisi par plusieurs membres de la famille du défunt, constitué en deux camps. La première fraction sollicite l'obtention d'une autorisation consulaire pour le rapatriement de la dépouille mortuaire au Cameroun pour les obsèques prévues le 20 juin 2020. La deuxième fraction, quant à elle, s'oppose à la délivrance de la dite autorisation afin de rapatrier ultérieurement le corps et d'organiser dignement les obsèques. Compte tenu des difficultés que reconnaissent les membres de la famille de M. Fotso Victor à se mettre d'accord pour la date des dites obsèques, et vu que le DQGIS était une haute personnalité camerounaise à plusieurs titres, vos hautes instructions à ce sujet sont hautement sollicitées. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma différentes considérations. Copie au DCC, Ambakam, Paris. Le consul général Odenino Victor, ministre plénipotentiaire. Voici une lettre dont on a lu, Fabrice Némi, une lettre du consul général de Paris, adressée, de France à Paris, adressée au ministre des Relations extérieures pour le rapatriement des restes de la dépouille de Sa Majesté Fotso Victor, alors décédé depuis mars dernier. Voilà une lettre. Quand je dis un cas d'espèce, ça c'est un travail, ça revient quand même, c'est quand même un travail d'un diplomate. Et on sait que le consul général c'est un diplomate en service, et c'est lui qui fait cette lettre. Alors, moi je voudrais vous demander, cette lettre devrait s'adresser entre autres à qui devrait s'adresser cette lettre? Le consul est bien dans son travail en adressant la lettre au ministre des Relations extérieures. Avant de dire un mot à cette note diplomatique, permettez-nous d'adresser nos vivants hommages à feu Victor Fotso, qui est décédé en mars dernier et dont on reconnaît la notoriété économique et bien évidemment politique sur la scène camerounaise et bien évidemment au-delà. Compte tenu de ces états de service dans le cadre de ces opérations économiques, dont nous adressons environ hommage à toute sa nombreuse famille, qui est au peuple camerounais même, qui perd un grand homme, un grand opérateur économique qui a eu à attribuer de nombreux emplois, de nombreuses opportunités à de nombreux jeunes. Maintenant, revenons sur cette note administrative à caractère diplomatique dont vous avez eu à lire. Nous disons tout simplement que le consulat général de Paris ne remplit que pleinement ses missions compte tenu du cas qui est évoqué, c'est-à-dire le rapatriement de la dépouille du feu Victor Fotso. Maintenant, on est là dans la protection. Dans la protection. Bon, maintenant, à la question de savoir est-ce que le consulat devrait s'adresser au ministre ou pas,
Nous disons tout simplement que c'est un cas purement technique dans la mesure où déjà le consul de manière générale est sous l'autorité de l'ambassadeur. Cela suppose donc que lorsqu'il y a des cas spécifiques de telle nature, il s'adresse directement à l'ambassadeur qui a posteriori va informer sa hiérarchie pour des difficultés de cette nature. Compte tenu du contexte qui prévaut à Paris avec le rappel du précédent, du moins c'est de l'ambassadeur Guinée, on se rend compte que l'ambassade camerounaise à Paris, à l'heure actuelle, est un peu sans ambassadeur. Et compte tenu du contexte qui prévaut, le consul général camerounais à Paris n'avait que la légitimité, dans une certaine mesure, la légalité de s'adresser à sa hiérarchie qui est le ministre des Relations extérieures, qui en revanche va également prendre les dispositions en interne et il va faire un retour au consul et pour que la difficulté soit réglée. Mais il faut également se rendre compte que la difficulté a pris une certaine tenue juridique compte tenu du fait que la récente actualité nous fait état de fait que le tribunal de Nanterre a eu à renvoyer le cas du rapatriement de cette dépouille. Donc voilà un peu une question technique qui est parfois embarrassante pour nos diplomates à l'extérieur, c'est-à-dire ils veulent pleinement remplir leur mission, mais ils sont parfois butés à des difficultés de cette nature. Et compte tenu de la personnalité qui est décédée, ce n'est pas toujours évident de prendre une décision de manière unilatérale, même s'il est du ressort de votre cahier des charges. C'est donc la raison pour laquelle... Et justement, je voulais à propos vous demander est-ce que le consul général ne pouvait pas prendre sur lui de gérer une telle affaire? Non, il ne pouvait pas prendre sur lui de gérer une telle affaire. Comme ça revient dans ses missions, non? Cela revient dans ses missions, mais comme Sandote fait mention... On voit son embarras. Non, on voit son embarras compte tenu de la personnalité qui est à l'ordre du jour. Et il a parlé du décus, c'est-à-dire une personnalité dont la succession est clairement établie. C'est la raison pour laquelle il y a un peu dans cette guerre fratricide entre une fraction. Donc, il a eu à relever ces deux camps qui s'affrontent sur le rapatriement de la dépouille du feu Victor Focho. C'est la raison pour laquelle il se soumet à sa hiérarchie. Quelle est la décision à prendre, compte tenu du fait que sa hiérarchie ne peut que prendre une décision en interne qui arrangerait les deux camps qui s'affrontent. Et compte tenu également du fait que, compte tenu de la personnalité politique qui est décédée, parce que on se rappelle quand même que Victor Focho a parti au bureau politique du parti au pouvoir, il a également été maire à Banjul. Il a été maire à Banjul. Il est question que le problème soit réglé en interne le plus rapidement possible, de telle sorte que le consulat général du Cameroun en France puisse prendre des dispositions en la matière, de telle sorte que la dépouille de feu Victor Focho puisse arriver au Cameroun. Est-ce qu'il n'a pas été prudent? Vous ne voyez pas peut-être une prudence de monsieur le consul général? C'est justement cette prudence-là dont nous faisons mention tout à l'heure en disant que même si cela est du ressort de sa mission, il a, par prudence, informé sa hiérarchie quelle disposition prend face au cas auquel il est soumis. C'est la raison pour laquelle il fait état de ce que il attend les directives qui lui seront envoyées, dictées par son destinataire. Et depuis lors, on voit la situation n'a pas eu un dénouement, hein? Elle perdure. Quelle pourrait être, c'est vrai, vous n'êtes pas monsieur le ministre pour savoir quelle pourrait être sa réaction, mais après avoir reçu une telle lettre
d'emblée, l'appréciation pourrait être laquelle? L'appréciation pourrait être que Le consul a bien fait son travail. le consul a bien fait. Je dis au niveau de l'appréciation du ministre après avoir reçu la lettre. Bien évidemment, le consul a bien... du moins, en fait, nous ne l'avons pas lu dans la boule de cristal. Dans une boule de cristal, parce que nous ne sommes pas le ministre, mais nous pourrons tout simplement dire que le ministre, à son niveau, ne pourra également prendre des dispositions de telle sorte que la difficulté, du moins, de telle sorte que les différents camps qui s'affrontent puissent trouver un terrain d'entente et que le diplomate, du moins ce consul, puisse mener à bien sa fonction en prenant des dispositions. Vous pensez que le ministre, à son niveau, peut gérer la situation? Ou alors lui aussi devrait se référer quelque part? Le ministre peut gérer la situation à son niveau en prenant également des dispositions sur le plan politique et même sur le plan familial. C'est-à-dire, compte tenu de la personnalité qui est indiquée, il peut peut-être également s'agresser à sa hiérarchie qu'est la présidence. Et lorsque l'on voit les implications qui sont faites, on voit la direction du cabinet civil de la présidence qui est également agressée. Donc voilà un peu les différents canaux auxquels le ministre pourrait s'y référer, de telle sorte que, au vu des différents retours qui lui seront faits par sa hiérarchie et par la famille, il pourra maintenant s'agresser au consul et quelle disposition prendre face à ce cas auquel il est soumis. Alors, on parlait de dénouement pas encore trouvé tout à l'heure. D'ailleurs, dans le communiqué, on a mentionné la date du 20 avec une opposition de notre camp, de la famille. Jusqu'aujourd'hui, la dépouille n'est pas encore là. Et à Nanterre, là-bas, la situation préoccupe. Alors, Fabrice Némi, quel peut être le scénario de cette affaire? C'est-à-dire, pendant que la justice française, avec les familles, sont à couteau tiré de l'autre côté, le gouvernement du Cameroun doit gérer le dossier également pour rapatrier l'un de ses fils. Alors, quelle pourrait être l'issue? La difficulté à laquelle nous sommes soumis, ou bien à laquelle le cas est soumis, est que la dépouille, du moins c'est l'affaire, a maintenu une portée juridique. Cela suppose donc que, quelles que soient les décisions qui seront prises ici en interne, il faudra toujours attendre la décision juridique, c'est-à-dire émanant du tribunal de Nanterre. Il faudrait donc que le plus important, c'est que les deux camps puissent s'asseoir et puissent trouver un terrain d'entente, de telle sorte que la décision juridique... Et s'il n'y a pas entente? Il n'y a pas de problème sans solution. Quelle que soit la durée que cela prendra, on pourrait toujours trouver un terrain d'entente entre les deux camps. C'est-à-dire faire en sorte que, compte tenu des différentes préoccupations des deux camps de la famille qui s'affrontent, que ceux-ci puissent trouver un terrain, du moins se faire de certaines concessions et que le rapatriement de cette dépouille arrive le plus tôt qu'à mon cas. On ne discute pas encore, comme on a l'habitude de le dire de manière triviale dans nos sociétés. C'est vrai que c'est-à-dire la famille a son mot à dire dans ses obsèques. Fotso aussi qui a servi le parti au pouvoir, bien évidemment. Est-ce que le pouvoir, le Cameroun en tant qu'État, ne peut pas se décider en se passant un peu de la situation familiale pour que le corps vienne à une date choisie par les autorités? L'État du Cameroun ne peut pas prendre une décision parce que s'il le fait, ça serait un peu un abus de pouvoir. Et même si l'État du Cameroun venait à prendre une décision, il doit d'abord consulter la famille. C'est-à-dire la décision à prendre, même si la personne décédée était une haute personnalité politique au Cameroun. Ça, c'est au cas où la famille s'abstient à ne pas s'accorder. Ça, c'est au cas où la famille s'abstient à ne pas s'accorder. Il y a également des dispositions juridiques en la matière qui peuvent faire en sorte que l'État, au vu des
des querelles en interne à la famille pour maintenant prendre une décision juridique et que la dépôt de feu Focho Victor arrive au Cameroun et qu'il soit enterré dans les meilleures conditions. Très bien, on comprend donc que c'est un dossier pas très évident auquel a été soumis le consul général du Cameroun en France et bien évidemment il a eu l'anticipation et l'esprit de se référer à sa hiérarchie comme vous l'avez dit et aujourd'hui ça nous permet quand même de revenir et de parler des difficultés dans l'exercice des fonctions de diplomate. Ce sont lesquelles ces difficultés qu'on peut rencontrer? D'abord, les difficultés peuvent être internes comme externes. C'est-à-dire, les difficultés externes, vous pouvez avoir des diplomates qui, malgré leur cahier de charges, sont parfois victimes de la pression de la hiérarchie. Et là, ils ne peuvent pas toujours exercer dans de meilleures conditions. Donc voilà un peu des difficultés que parfois les diplomates sont confrontés de manière générale. Et sur le plan interne, c'est vrai, les conventions de Vienne de la relation diplomatique ont pris toutes les dispositions possibles de telle sorte que les diplomates puissent pleinement exercer leur rôle de manière libre et proportionnée. Donc cela suppose donc que les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés ne seront que du ressort de l'état des relations entre les deux pays. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Si les deux pays ont des relations cordiales, harmonieuses, il est très difficile que le diplomate ne puisse pas être puisse confronter à certaines difficultés. Peut-être les difficultés auxquelles il serait soumis, ça peut être des difficultés mineures, par exemple, du moins c'est lié au contexte sociopolitique du pays. Si par exemple un pays vit une crise une crise sécuritaire, il sera par exemple très difficile que le diplomate puisse circuler librement compte tenu de l'insécurité qui prévaut. Donc voilà un peu les difficultés auxquelles les diplomates sont confrontés. Bref, ces difficultés-là sont liées à l'environnement sociopolitique de l'État auquel ils exercent. Donc voilà un peu de manière générale les difficultés, les différents obstacles quand les diplomates sont confrontés. Alors, est-ce que dans les textes, on ne prévoit pas quand même des dispositions du genre face à certaines contraintes, voilà ce qu'il faut faire? Déjà, tout diplomate a une certaine garantie appelée habituellement immunité diplomatique. Cela suppose donc que, quelle que soit la contrainte à laquelle... Tout diplomate, vous avez dit? Tout diplomate, bien évidemment, il y a les immunités diplomatiques qui sont régies par les conventions. Est-ce que tous ont cette immunité-là? C'est vrai, si les diplomates, du moins... Par exemple, on a pris un cas tout à l'heure, le cas du consul. On sait que le consul, même lui, il ne jouit pas de cette immunité. Hein. Il n'est pas comme l'ambassadeur. Comme nous étions en train de le dire, s'il est vrai que les ambassadeurs jouissent d'une certaine immunité diplomatique, les consuls en revanche ne jouissent pas toujours de cette immunité diplomatique compte tenu du fait que les consuls ne sont pas forcément des diplomates. Oui. Ne sont pas forcément des diplomates. Ça, c'est vrai. Toute personne peut exercer une fonction consulaire. Et c'est la raison pour laquelle il y a donc des dispositions prévues par les textes de Vienne qui parlent uniquement mais pareil pour les ambassadeurs. Oui, des relations... toute personne peut... cette fonction. Des relations consulaires. Bien évidemment, il y a des diplomates de carrière et des diplomates de fonction, même s'il est toujours important pour un ambassadeur, pour un diplomate, d'être formé à cette fonction-là pour la maîtrise de ces réalités liées à cette profession. Déjà, avant de vous relancer sur la question que j'ai posée précédemment, qu'est-ce qui peut justifier que quand même, dans une même mission, bien que aux chambres différentes, l'autre jouisse d'une immunité et l'autre non? Tout simplement parce que... Ce sont les textes qui l'ont prévu. Ce sont les textes qui l'ont prévu et dès l'entame de nos propos à ce sujet, nous avons fait état de ce que
il y a des États qui ont uniquement des relations consulaires. Ils n'ont pas encore des relations diplomatiques par l'ouverture des ambassades. Donc cela suppose donc que le diplomate, et du moins c'est l'ambassadeur qui exerce la plus haute fonction à l'extérieur, bénéficie de certains privilèges qui sont différents de ceux du consul. Et comme nous avons eu à leur relever, les consulats n'exercent que la fonction de protection. Or, les ambassades, les hauts commissariats ont les autres 4 fonctions liées aux missions diplomatiques. Donc, de manière concrète, il est tout à fait normal que les ambassadeurs puissent avoir plus de privilèges sur ce plan que les consuls. On parlait donc de difficultés liées à l'exercice des fonctions. Et vous aviez d'ailleurs commencé à parler de cela. Oui, les difficultés liées à l'exercice de la fonction diplomatique sont liées au contexte interne, au contexte externe. Et ces difficultés correspondent tout à fait avec l'état des relations entre les deux pays. Si les relations entre les deux pays, entre les deux États ne sont pas au bon terme, il sera très difficile que le diplomate puisse remplir sa mission. Si par exemple les deux États ont des relations très froides et qu'il est question que le diplomate aille peut-être rencontrer certains hauts fonctionnaires de l'État, on peut peut-être ne pas le recevoir compte tenu du contexte diplomatique, des relations diplomatiques qui prévaut entre les deux États. Or, lorsque les relations sont harmonieuses et conviviales, il est tout à fait normal que lorsque le diplomate, lorsque l'ambassadeur est appelé à demande une audience à un fonctionnaire de l'État, que celui-ci puisse être cela. On observe cela parfois avec les audiences accordées aux diplomates, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau de la primature, au niveau de l'Assemblée nationale, ou bien au niveau des différents départements ministériels. Alors, Fabrice Néming, y a-t-il des risques à remplir les fonctions de diplomate? Il y aurait des risques, même si il y a des dispositions qui sont prises pour que le diplomate puisse exercer normalement. Mais il y aurait des risques parce que si vous êtes diplomate et que vous ne respectez pas votre cahier des charges, ou bien vous prenez certaines décisions de manière unilatérale, vous pourrez tout simplement être sanctionné. Et quelles peuvent être les sanctions? Les sanctions peuvent être tout simplement un rappel. Et lorsque vous êtes rappelé, il est parfois un peu très difficile qu'on puisse encore vous confier cette haute confiance-là à laquelle vous... C'est un échec pour vous. C'est un échec pour vous et cela peut... un peu fragiliser votre carrière, du moins sa progression de votre carrière. Vous pouvez tout simplement exercer en interne et parfois à des responsabilités moins élevées que celle-là. Donc voilà un peu des risques. Donc il faut toujours se rendre compte. En dehors du rappel, quel autre risque on est exposé? De manière technique, le rappel est la plus haute sanction. Et de manière interne, on peut tout simplement vous accroître des responsabilités à basse échelle et après du moins de telle sorte que vous puissiez prendre votre requête sans toutefois plus bénéficier de la haute fonction. Alors, comment est-ce que ou pourquoi un représentant peut-être d'une mission diplomatique, un diplomate en fonction, peut être qualifié de persona non grata dans un pays? Quel peut être le motif? Le motif peut être du fait que l'État d'accueil ne veut plus de ce diplomate s'il a eu à commettre certains actes qui n'arrangeraient pas cet État. Il peut également se trouver que un diplomate ou bien un ambassadeur peut avoir ce statut si les relations entre les deux États se détériorent. C'est-à-dire, lorsque les deux États décident de ne plus avoir des relations diplomatiques et par conséquent, l'ambassadeur aurait donc le statut de persona non grata, c'est-à-dire il n'est plus désiré au sein
du pays d'accueil. Très bien. Alors, Fabrice, on vous permet de souffler encore pour une fois avant de venir clôturer cette émission. Royal FM. Très bien, c'est toujours regard sur la diplomatie. Alors, Fabrice Némi, évoquons un peu les prérogatives des diplomates. Oui, ces prérogatives ou bien ces privilèges entrent toujours dans le cadre des conventions des biens qui ont pris des dispositions en la matière. Qu'est-ce que cela suppose de manière concrète et de manière simple? Cela suppose donc tout simplement que lorsque vous êtes envoyé, lorsque vous êtes désigné à l'extérieur en tant qu'ambassadeur, vous avez la possibilité, la première prérogative à laquelle vous bénéficiez, c'est l'immunité diplomatique qui vous astreint de toute, qui vous épargne de toute poursuite judiciaire dans le pays d'accueil. Bien évidemment, et cette immunité diplomatique bénéficie à toute votre famille, c'est-à-dire votre femme et vos enfants. Si vous avez la possibilité de partir avec eux, c'est ça? Vous avez la possibilité de partir avec eux. Vous avez la possibilité de partir avec eux. Vous avez également la possibilité même d'aller avec des biens matériels, c'est-à-dire des biens matériels. Ça peut être des meubles, ça peut être des véhicules. Vous avez la possibilité d'aller avec tout ça. Mais si vous le voulez, il y a également le fait que les ambassadeurs ont également, parce qu'ils représentent l'État à l'extérieur, sont un peu traités comme, entre guillemets, des chefs d'État, même si ce n'est pas dans l'ordre des choses sur le plan protocolaire, sont un peu les chefs d'État à l'extérieur. Qu'est-ce que cela suppose donc? Cela suppose donc que vous avez toute une sécurité derrière vous, parce que si, par exemple, un diplomate est peut-être agressé physiquement de manière involontaire ou bien involontaire, cela peut avoir des répercussions sur les relations entre les deux pays. Donc le pays d'accueil doit prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas incident diplomatique. Oui, pour qu'il n'y ait pas incident diplomatique. C'est pourquoi la sécurité des diplomates est très renforcée. Et si vous allez même dans les aéroports, vous allez constater que ayant un service réservé ou bien un endroit réservé
pour le passage ou bien le traitement des personnalités diplomatiques. Et pour le cas du Cameroun, vous avez par exemple un service spécial de la direction de la sécurité nationale qui s'occupe uniquement de la protection des diplomates. Partout où ils vont, ils sont toujours accompagnés par des forces de sécurité camerounaises. C'est tout comme privilège? C'est pas tout comme privilège. Il y a également le fait que le diplomate peut circuler normalement sur l'étendue du territoire sans toutefois avoir certaines restrictions, des cas auxquels les étrangers sont soumis. Ils peuvent également avoir la possibilité de rencontrer les différentes personnalités qui sollicitent s'il y a accord au préalable, parce que ils pouvaient solliciter une audience et que celle-ci soit refusée. Mais le plus souvent, ce sont des personnalités qui sont souvent privilégiées sur le plan du fond et de la forme. Donc voilà un peu en gros les privilèges auxquels bénéficient les diplomates. Alors une idée sur le cadre de vie? Sur le cadre de vie, cela diffère d'un pays à l'autre. Bon, lorsque vous parlez du cadre de vie, je suppose que vous faites peut-être allusion au traitement salarial et tout ce qui va... Entre autres, oui. Oui, tout ce qui va avec cela. Cela va différer d'un pays à l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque vous exercez à l'extérieur, vous êtes logé, vous êtes également nourri. Bref, on prend des dispositions de telle sorte que vous ne puissiez qu'avoir pour seule préoccupation de remplir vos requêtes de charges. C'est-à-dire, vous êtes logé, votre facture, bref, voilà un peu le cadre de vie auquel vous êtes assigné. Et bien évidemment, vous aurez un traitement salarial un peu différent de ceux qui sont en interne. Et cela diffère, et ce traitement salarial diffère d'un pays à l'autre compte tenu de la possibilité du pouvoir d'achat de tout un pays. Et ça implique aussi peut-être le niveau de relation entre les pays? Non. Ou alors le barème reste standardiste? Non, le barème est standard, c'est-à-dire le diplomate, malgré sa fonction, va toujours s'acquitter de tous les frais auxquels il a payé. Il a appelé à payer comme les autres ressortissants de ces pays-là. Mais maintenant, dans ces missions-là, est-ce que les avantages auxquels un chef de mission a droit sont pareils pour les autres diplomates en service dans la mission? Je ne vous ai pas bien saisi. Je demande ceci. Est-ce que le diplomate qui est là dans une mission diplomatique, comme il a été affecté là-bas pour travailler également, bénéficie des mêmes privilèges comme le chef de mission? Non, c'est... Cette couverture dont vous avez parlé tout à l'heure et tous ces autres avantages. Déjà, d'après les conventions de Vienne en la matière, ces privilèges sont différenciés compte tenu des différents statuts de tout diplomate. Par exemple, l'ambassadeur, bien le haut commissaire n'aura pas, par exemple, du moins les attachés d'ambassade ou bien les attachés de culturels ou bien les attachés de défense ne vont pas bénéficier des mêmes privilèges que ils ne peuvent pas rencontrer les autorités comme ils veulent, par exemple, comme l'ambassadeur ou le chargé d'affaires et les autres. Ils peuvent rencontrer s'il y a autorisation de l'ambassade. Cela suppose donc que, par exemple, ceux qui s'occupent des questions purement militaires peuvent, en coordination avec la supérieure hiérarchique qu'est l'ambassadeur, demander à rencontrer certaines personnalités, et l'ambassadeur va prendre des dispositions en la matière. Il peut également se prouver que ceux-ci peuvent faire des doléances, peuvent émettre la différentes sollicitations à l'ambassadeur, de telle sorte que l'ambassadeur puisse maintenant prendre des dispositions et rencontrer les différentes personnalités, de telle sorte que les doléances auxquelles la mission diplomatique fait face puissent être résolues avec ces différentes rencontres. Alors, le diplomate lambda, donc, lui, il va certainement aussi se promener comme l'autre.
Il va également se promener comme l'autre, parce que dès que vous avez le statut de diplomate, déjà, vous bénéficiez d'une immunité diplomatique, parce que celle-ci est prévue par les conventions de Vienne. Bon, maintenant, il faudrait donc se dire que ces diplomates ne doivent pas abuser des privilèges auxquels ils bénéficient. Ils doivent se soumettre aux lois de l'état d'accueil et exercer pleinement leur fonction, sans toutefois avoir des abus de pouvoir, même si on a parfois eu observé que certains commettent certains actes, et lorsque ceux-ci doivent répondre de leurs actes, ils prennent tout simplement leur immunité diplomatique. Est-ce qu'il existe des cas où, une fois vous avez été accrédité dans un pays d'accueil, arrivé là-bas, peut-être votre service, fasse en sorte que le pays en question vous sollicite pour autre chose? Ça existe? Même pour c'est une question très technique. Il est très difficile que ces cas arrivent, et cela serait tout simplement de la haute trahison à l'endroit du pays, de votre pays d'origine, parce que lorsque vous êtes à l'extérieur, vous vous soumettez aux exigences, aux directives de votre hiérarchie. Donc il est parfois très difficile qu'on puisse avoir des diplomates qui ont ce genre d'attitude, parce que si vous avez ce genre d'attitude, vous pouvez être passif des poursuites judiciaires, et parfois on observe des diplomates qui parfois ont eu à se comporter de sorte à bénéficier de la protection de ces États-là. Et cela est parfois intervenu lorsque les deux États n'ont parfois pas, du moins ont des relations diplomatiques dans un état de suspicion. Donc, l'état d'accueil peut parfois corrompre les diplomates de leur fournir certaines informations, même si il se trouve qu'il est parfois très difficile d'arriver à ça. Mais on a parfois eu observé certains diplomates qui se sont soumis à ce genre d'attitude, notamment dans les relations entre la Russie et les États-Unis durant la guerre froide. On a parfois eu observé les diplomates américains bien russes travailler en connivence avec les différents gouvernements des pays d'accueil. Très bien. Et pour sortir, Fabrice Némi, je vais vous demander, est-ce que le diplomate, c'est cette personnalité-là qui doit trahir ou décevoir? Le diplomate ne trahit pas. Le diplomate a une finalité, c'est la fidélité. La fidélité, et par conséquent, il doit toujours rendre compte à sa hiérarchie. Il doit donc toujours remplir sa feuille de route et son cahier de charge. Donc, il est très difficile qu'on puisse dire qu'un diplomate soit un traître. Très bien. Regard sur la diplomatie, c'est terminé pour ce soir. L'émission a été mise en onde par Romuald Koumé, qui a également assuré la vidéo caméra. Alors, régie d'antenne, Carole Prudence, ceinture, coordination éditoriale, Betaona, coordination centrale, Roger Kiek, supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaya. Yves Modeste Ngué, c'est mon nom. Mesdames, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. D'ici à là, portez-vous bien. La rediffusion de l'émission, c'est 1h, 3h du matin. Passez un excellent week-end.